Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On en reparle en fin de vidéo, merci à eux. Pour l'avant-dernière mission sur la Lune, un vétéran de l'espace, un ancien malade et un bleu se réunissent et forment une des épopées les plus épiques de l'histoire du programme Apollo. Aujourd'hui, pour les 50 ans de leur aventure, nous partons à la conquête de la Lune avec Apollo 16. Après Apollo 15, le programme Apollo a enfin testé et éprouvé tout le matériel, les vaisseaux et les procédures. Les deux missions restantes, Apollo 16 et 17, s'annoncent comme presque routinières. L'arrêt du programme est proche et la communauté scientifique veut profiter au maximum de ces deux dernières missions pour récolter un maximum d'informations sur notre satellite. C'est notamment avec cette pression des scientifiques que le géologue Jack Schmitt, qui devait voler sur Apollo 18, a finalement été placé sur Apollo 17, la toute dernière mission. Les objectifs d'Apollo 16 sont donc eux aussi purement scientifiques, et comme Apollo 15 et plus tard 17, les astronautes d'Apollo 16 vont se former intensivement à la géologie. L'équipage d'Apollo 16 est composé de John Young en tant que commandant, Ken Mattingly en pilote du module de commande et Charlie Duke en tant que pilote du module lunaire. Parmi ces trois hommes, seul John Young a déjà volé dans l'espace et du haut de ses 41 ans, il a une grande expérience du vol spatial ayant effectué 3 missions avant celle-ci. Gemini 3 et 10 en orbite terrestre et Apollo 10 autour de la Lune. Lors de cette mission de répétition avant les premiers pas, il était responsable du module de commande et n'a donc pas approché la Lune d'aussi près que ses camarades dans le module lunaire. Mais cette fois, il va marcher sur la Lune et devenir le 10e homme à le faire. Ken Mattingly faisait partie de l'équipage principal de la mission Apollo 13. Mais à quelques jours du départ, Charlie Duke, qui était dans l'équipage de réserve, contracte la rougeole. Cette maladie étant contagieuse, la NASA craint que Mattingly, non immunisé, soit infecté et tombe malade durant le vol. Il est donc retiré de la mission, remplacé par Jack Swigert. 2 ans plus tard, il se retrouve donc pilote du module de commande d'Apollo 16. Quant à Charlie Duke, il va lui aussi réaliser son premier vol. I began to work on the Apollo Guidance and Navigation System. It was a contract that MIT they were building this system. So I began to work on that, and while I was doing that, I met some astronauts. They really motivated me, so I said, how did I get that job? And he said, well, get your degree and then go to test pilot school and you might have a chance. So I followed their advice. Of course, I got my degree, and then I was assigned to test pilot school in Edwards Air Force Base in California. I saw an article in the newspaper that said NASA's having another astronaut selection. And so I read, well, I qualify for that. So I was announced as a selectee for that group that we started training in April 1966. So it was just stepping stone along the way that made some judicious decisions and listened to people, the advice of the older astronauts. So it's just a fulfilling of a dream that only started in 1961, just a few years before that. Le lieu d'exploration de la Lune pour Apollo 16 est la région fortement vallonnée du cratère Descartes, tout proche du site d'alunissage d'Apollo 11. Son nom vient bien entendu du philosophe et homme des sciences français René Descartes. L'intérêt du cratère Descartes et des reliefs de la formation Cayley, c'est l'ancienneté supposée de ces roches. Après l'alunissage impressionnant d'Apollo 15 au milieu des monts Apennins,
La NASA est confiante et pour Apollo 16, se poser dans une région vallonnée ne devrait pas être trop un problème. Le site d'atterrissage étant situé entre le cratère Descartes et la formation Cayley, ils se poseront donc dans une zone qu'on appellera Descartes-Cayley. We want to understand the moon's origin. We want to use the moon as a way of understanding the sun's history. And there's an awful lot of information wrapped up. And the problem we've been faced with in Apollo is we have more questions that require specific answers than we have missions. I suppose that's typical of any exploration. The distinction for Highlands material is that it's what we think may be the undisturbed or the primordial surface of the moon. If there are open volcanic areas, then certainly the Descartes area represents one of these types. The backside of the moon is predominantly this light Highlands type material. So maybe by sampling what we see on the front side, we'll find out that sure enough we know what 70% of the moon's surface material may be like. And that's how we selected the Descartes feature. Le 16 avril 1972, c'est le jour du décollage. Il fait un temps magnifique, le soleil brille sur la Floride et ses palmiers alors que la Saturne V se remplit de carburant. Ils ne le savent pas encore, mais Apollo 17 sera lancé de nuit, et ce lancement d'Apollo 16 sera donc le dernier du programme à être fait de jour. Pour les ingénieurs et tous ceux qui ont travaillé ou travaillent encore sur le programme Apollo à ce moment-là, c'est un instant poignant. Ils savent très bien que ce lancement sera l'avant-dernier avant la fin du programme et qu'ils ne verront plus des astronautes s'envoler vers la Lune après Apollo 17. So we worked really well as a crew. We complemented one another. I was more focused on the emergency stuff, and John was more on the overall, if you will. Being commander, that's his responsibility. So anyway, we became really close on 13 back up. Then we were called for 16. You began to understand how he's thinking. He knows what I'm thinking and responses. So we became really a tight team, and I think it was reflected in our performance on Apollo 16. Quand l'équipage entre dans la salle blanche, l'antichambre du module de commande, ils sont attendus par Gunther Wendt, le Führer du pas de tir. Comme d'habitude, c'est l'échange de blagues et de cadeaux. John Young ayant des bras assez courts, Gunther lui offre une baguette avec une main au bout, une sorte d'extension pour qu'il puisse appuyer sur les boutons depuis son siège. En entrant dans le module, Charlie Duke découvre une inscription sur son siège « Typhoid Mary's Seat », une référence à son épisode de rougeole avant Apollo 13. No, there was no fear. We were prepared. The record, you look back over the record of the Saturn V, it never had a failure. One time they had to shut down one engine on Apollo 13. But other than that, the Saturn performed flawlessly. So we were very confident in the Saturn vehicle. Charlie Duke connaît très bien les systèmes d'évacuation car il a fait partie des astronautes qui ont validé les procédures. En cas de problème lors du remplissage des réservoirs, avant le décollage, les équipes présentes autour de la Saturne V ont plusieurs moyens d'évacuer et de se protéger. Il faut se rendre compte de la puissance explosive d'une Saturne V. Si elle explose sur le pas de tir, elle aurait la puissance d'une petite bombe nucléaire. En cas de dysfonctionnement, les équipes ont plusieurs choix pour évacuer. D'abord, 3 véhicules blindés, basés sur des M113, sont au pied du pas de tir, les portes ouvertes et prêts à partir. Si la situation est plus pressante, on trouve aussi les installations localisées sous le pas de tir, ce qu'on appelle la Rubber Room. En cas d'évacuation d'urgence, les astronautes, entraînés à cette procédure, doivent se rendre vers un ascenseur à descente rapide qui les mène en 30 secondes du sommet de la fusée jusqu'à la base du pas de tir. Ils empruntent aussi un toboggan qui les amène dans la Rubber Room, la salle en caoutchouc,
où ensuite ils peuvent se rendre dans une salle spéciale du bunker, une salle anti-souffle dotée de 20 sièges et pouvant permettre la survie de 20 personnes pendant 24 heures. Le béton de la salle n'est pas en contact avec le reste du sol au-dessus d'elle, pour lui permettre d'amortir efficacement les secousses de l'explosion générée. Mais cette évacuation étant quand même très lente à mettre en place, une dernière façon d'évacuer est disponible, la tyrolienne. Concrètement, en haut de la tour de lancement, des câbles partent vers une zone éloignée du pas de tir et un panier permet à 11 personnes, que ce soit les astronautes ou le personnel de la salle blanche, de s'éloigner rapidement de la fusée. Une fois arrivés au sol en 40 secondes, près de 600 mètres plus loin, les hommes peuvent rejoindre un bunker situé juste à côté de la zone d'arrivée du panier. Durant tout le programme Apollo, en dehors des entraînements, ces installations et systèmes d'évacuation ne seront heureusement jamais utilisés. Au fur et à mesure de l'avancée du compte à rebours, les 3 astronautes se préparent au déchaînement de puissance qui approche. 110 mètres sous leur siège, 5 moteurs F1 sont sur le point de s'allumer et soulever la gigantesque fusée dans le ciel de Floride. Pour John Young, c'est du déjà-vu. Il est le seul des 3 hommes à avoir déjà vécu un décollage de Saturne V, mais aussi le seul d'entre eux à être allé autour de la Lune. Et en ce jour de lancement d'Apollo 16, il sait donc à quoi s'attendre. Il se souvient de la moindre vibration, de la violence lors de la séparation des étages, et de l'étonnant calme qui règne dans le module de commande au décollage, contrastant avec l'incroyable fureur des moteurs du second étage. Au même moment, à moins de 5 km de là, loin de la presse et du public, Dottie Duke, la femme de Charlie Duke, attend le moment du décollage, accompagnée de ses enfants. Les petits Duke ont vu partir Apollo 15, une décision des parents pour les préparer à ce qu'ils allaient voir quand ce serait le tour de leur père. Charles, 7 ans, est effrayé par les flammes de la Saturne V. Tom, 5 ans, le vit étonnamment mieux. Dans le reste du public présent ce jour-là en Floride, beaucoup de personnes venant de Caroline du Sud, en particulier de Lancaster, la ville natale de Charlie Duke, qui pour l'occasion a affrété des bus entiers. Dans le module de commande, les cœurs des 3 hommes se mettent à battre de plus en plus fort au fur et à mesure que l'heure approche. John Young, un des astronautes les plus expérimentés de toute la NASA, est d'un calme olympien. La confiance des uns envers les autres est présente. Ils s'entraînent ensemble depuis des années, ils peuvent interpréter les moindres regards, mimiques ou tons de voix des uns et des autres. L'expérience de John Young dans le vol spatial et lunaire et les talents de pilotage du module de commande de Ken Mattingly sont des atouts précieux qui ont de quoi rassurer. 1 minute avant le lancement, Charlie Duke, assis tout à droite dans le module de commande, sent son cœur battre à travers sa poitrine. Le médecin en charge de surveiller les constantes des astronautes enregistre 140 pulsations par minute du côté de Charlie Duke, alors que John Young, lui, affiche un très calme 70. Les moteurs vont bientôt s'allumer et secouer toute la capsule avant que la fusée soit libérée du pas de tir. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, Sequences starting. Engines are on. start. 5, 4. The engine's now building up to 7.7 million pounds of All thrust. engines running. Launch. We have a liftoff. We have a launch commit and we have a liftoff. The swing arm is moving back. We cleared the tower. Roger, clear the tower. Houston is now controlling. Oh, yep, good thrust in all 5. Roger. Engine roll program started. Roger. 16 now maneuvering to its proper flight path attitude. Mark 27 seconds. As the engines moved at the bottom on this, that vibration would travel up the stack. And when it got to the spacecraft, it was a real vibration laterally, not pogo, but laterally.
And I was a little surprised at that. It was stronger than I expected. But John was very calm, and we're go Houston. You listen to Houston, you're go on trajectory, and so you just wrote it out after the first stage shut down. For in our case, 2 minutes and 42 seconds after liftoff. It got very smooth. Third stage, second stage, third stage, just real smooth into orbit. And so we dropped off the third stage after it pushed us out of Earth orbit into lunar trajectory. Les 3 hommes se retrouvent en orbite terrestre après un fantastique décollage sans aucun problème technique. Même si, après 2 vols Gemini et Apollo 10, John Young est habitué à l'orbite terrestre, il ne peut s'empêcher de regarder la Terre et sa fine atmosphère. Nous commençons à peine à entrer dans la nuit, et le coucher de soleil est toujours aussi beau. Durant leur tour de Terre, au-dessus de l'Afrique, les 3 hommes observent des feux allumés dans la nuit par les nomades. C'est une observation assez courante des astronautes qu'ils ont eu l'occasion de voir lors de missions précédentes. Du haut de l'espace, dans un vaisseau au sommet de la technologie, des hommes observent d'autres hommes vivant autour d'une des découvertes les plus primitives de l'humanité. We rode in the flight plan to be sure and take a look at the fires out there in Africa as we went over, which is something we probably would have forgotten or never even thought about. And they are just as beautiful as everybody's ever said they could be. They're just all over the place. All these little yellowish red dots down there, and there was some looked like some low overcast in parts of the area, or maybe it was, from our altitude, maybe it was a high overcast. But it looked like looking at the lights of a city through fog, and then there were others that were clear. Something well worth remembering to look for. We'll be sure to remind Ron to look for that one. Après 2 orbites terrestres, le moteur J2 du 3e étage s'allume et propulse les astronautes vers la Lune. Tandis qu'ils observent la Terre, le Soleil et le LEM par le hublot, ils repèrent des particules qui s'échappent du module lunaire. Ils pensent d'abord à une fuite de carburant. Si c'est le cas, le carburant étant calculé précisément pour se poser sur la Lune et en revenir, cela pourrait compromettre la mission. Après avoir récupéré le module lunaire et largué le 3e étage, les astronautes décident de reporter le repos programmé et entrent dans le LEM. Ils vont vérifier toutes les jauges de tous les liquides à bord afin de détecter une éventuelle fuite, mais tout s'avère correct. Houston ne voit pas non plus de problème et les autorise donc à continuer la mission. Durant leur trajet vers la Lune, les 3 hommes doivent faire leurs besoins. En dehors du numéro 1, qui consiste à uriner dans un tube qui relâche ensuite l'urine dans l'espace, le numéro 2 est un peu plus compliqué. Alors que les 2 autres astronautes vont le plus loin possible dans la cabine, le 3e doit d'abord se mettre totalement nu pour ne pas risquer de se salir. Puis il doit sortir un sac en plastique, du papier toilette et des pastilles déodorantes, tenir le sac contre ses fesses et espérer qu'il a bien visé. Le problème, en dehors du fait de ne pas voir si ça va bien dans le sac et pas à côté, c'est la pesanteur. L'astronaute flotte, mais le sac et le numéro 2 aussi. Donc même si on vise bien, on n'est pas à l'abri que l'objet ressorte du sac et se balade. Dernière étape, se rhabiller. Ken Mattingly, après avoir fait son affaire, remarque qu'il ne retrouve pas son alliance. Après des recherches poussées des 3 astronautes dans le module de commande et le LEM, ils arrivent en orbite lunaire sans l'avoir retrouvée. Après s'être insérés en orbite lunaire, après avoir contemplé les beautés de la Lune que 2 d'entre eux voyaient pour la première fois, il est temps de se séparer de Ken Mattingly et de rejoindre le LEM pour aller se poser. Mais après la séparation des 2 modules, un problème potentiellement grave survient au niveau du moteur du module de commande. Le problème concerne un système de secours et la procédure veut que si ce problème survient, le LEM doit se réamarrer au module de commande et ils doivent rentrer immédiatement sur Terre.
Le moteur SPS du module de commande et le moteur de descente du LEM sont les deux seuls qui peuvent permettre de revenir sur notre planète. Si le SPS était en panne et que les astronautes se posaient sur la Lune, ils sacrifieraient alors le seul moteur capable de les ramener et les 3 astronautes seraient bloqués en orbite lunaire. Les discussions entre les contrôleurs et les astronautes font prendre du retard sur le planning prévu, les 2 vaisseaux restant côte à côte durant plusieurs orbites lunaires. Finalement, le système principal du moteur du module de commande s'avère sain, et même s'il n'y a plus de système de secours fonctionnel, on décide de ne pas rentrer sur Terre et de continuer la mission. Duke et Young sont rassurés, eux qui étaient si impatients d'enfin descendre vers la surface. Mais un autre problème se pose. Les discussions par radio, que ce soit entre eux ou avec Houston, se dégradent. Une fois dans leur combinaison, les 2 astronautes ne peuvent se parler ou parler avec Houston qu'en utilisant la radio. Si elle ne marche pas et qu'ils ne peuvent donc pas parler entre eux, la sortie est évidemment compromise. Ils pensent alors qu'ils ont sûrement oublié une étape quand ils se sont équipés et reprennent tout point par point. Et c'est ainsi qu'ils découvrent le problème. Une fuite de jus d'orange dans leur combinaison a envahi les micros de leur radio et ce jus se répand dans tout le LEM. Après avoir nettoyé sommairement la cabine et leur équipement, la qualité n'est pas optimale, mais acceptable. The most memorable moment was the landing. 64 at 8200. Pro. Pitch over. Pitch over. And here it is. Gator, Lone Star. Right on. I'll do the thing, Charlie. Okay. 2,000 meters above the moon, the vehicle pitches down and you see the surface for the first time. Looks like we're going to be able to make it, John. There's not too many blocks up there. Ryan, you go for landing. 4,000 feet. Go for landing. 42 LPD. 42. Okay, 3,900 feet. Okay, 2 to the south, Charlie. Okay. It's in. Okay, 42, 41 LPD, 30,000 feet on profile. Okay, there's, we're going right down, going to be a little past, okay, 41 LPD. Okay. 2,000 feet, 60 on profile. Okay. Okay, 42 LPD. Couple of more in. 1,400 feet. 44. Down. Looking good. Out of 1,000 feet. Right on profile. 54 LPD. Dropping out the bottom now. 800 feet. 30 down. Hey, Houston, we're going to be just a little long. Roger. But we're just now beam double spot. Copy. 23, 22 down at 500 feet. And there were a lot of rocks and a lot of holes up there less than 15 meters. So it was a shock at first. And he did a magnificent job selecting that landing spot. Okay, fuel is good, 10%. That comes the shadow. Okay, 200 feet, 11 down. My job was to handle any emergencies, look out my side, make sure he wasn't landing on a rock. 2 forward. Okay. Home off, Brisbane. Okay, looking good. Perfect place over here, John. A couple of big boulders. Not too bad. Okay, 80 feet, down at 3. Looking super. There's dust. Okay, down at 3. It's a two-man job. I was basically talking him down, and he was focused on selecting a good landing spot. I'm gonna let her down. You level off. Let her on down. Okay, 76%, plenty fat. Contact. Stop. Pro, engine arm. Fantastic! Percy Precision is playing it one on the planes of Descartes.
Ils ne le réalisent que plus tard, mais ils se sont posés au bord d'un gigantesque cratère. À quelques mètres près, ils auraient pu finir sur une pente qui aurait pu faire basculer le LEM sur le côté. La chance est également avec eux du point de vue des rochers. Ils sont littéralement entourés de grosses pierres qui auraient pu poser problème. Heureusement, ils se sont posés en toute sécurité et Houston leur donne l'autorisation de rester à la surface. Avec le retard pris en orbite et les nombreux problèmes techniques auxquels ils ont dû faire face, Houston leur donne la consigne de dormir avant la première sortie, alors que le plan original était de sortir directement. La tentation est forte, mais les astronautes obéissent. Pendant que Young et Duke se reposent dans leur hamac, à Houston, on discute. Le retard occasionné par les divers problèmes, dont ceux du module de commande avant la descente, ont fait consommer au LEM plus de ressources que prévu. Les astronautes ne sont pas encore au courant, mais sur Terre, on pense de plus en plus à annuler la troisième sortie. Après quelques heures de repos bien mérités, Houston réveille les deux astronautes. La décision est prise, la troisième sortie ne sera pas annulée. En revanche, vu qu'ils ont consommé un surplus d'électricité en orbite lunaire, la caméra TV du LEM ne filmera pas les premiers pas ni le déploiement du rover. Charlie Duke filmera donc ses premiers pas depuis le hublot du LEM. Ils peuvent maintenant prendre leur petit déjeuner, s'équiper et sortir. John Young y va le premier. Duke, impatient d'y aller aussi, demande à Young d'accélérer le mouvement. Nous n'aurons pas d'image de la sortie tant que les astronautes n'auront pas déployé le rover. Une fois ceci fait, nous avons enfin des images en direct de Duke et Young à la surface de la Lune. Hey, we've got a picture. Hey! Of the ground, no doubt. Of the ground. That's it. Hey, you're looking at me with the big eye. Right, the big eye's on you, Charlie. Duke en profite pour regarder à l'extérieur du LEM, du côté où une supposée fuite de carburant avait été détectée lorsqu'ils étaient en route vers la Lune. Au final, il s'avère que ce qu'ils voyaient n'était pas du carburant, mais des éclats de peinture venant du LEM. Après avoir planté le drapeau, ils font les traditionnelles photos à ses côtés. Et John Young a une idée assez marrante, sauter pendant la photo. That's a pretty outstanding picture here, I tell you. Come on a little bit closer. Okay, here we go, a big one. Off the ground, before. There we go. Good. Ils échangent ensuite les rôles pour photographier le salut de Charlie Duke. Et juste après la photo, Houston leur annonce une superbe nouvelle pour l'avenir du programme spatial américain. This looks like a good time for some good news here. The House passed a space budget yesterday, 277 to 60, which includes a vote for the shuttle. Wonderful. Tony, again, I'll say it with that salute. I'm proud to be an American. I'll tell you, what a program, and what a place, and what an experience. Yeah, and I'll say it too. So my country needs that shuttle mighty bad. You'll see. En effet, c'est une réelle bonne nouvelle. Avec l'annonce encore récente de l'annulation des missions lunaires après Apollo 17, la NASA et ses astronautes ont peur de ce qu'il pourrait advenir de l'exploration spatiale habitée. Dans les projets futurs, on travaille déjà sur Skylab, un ancien réservoir de Saturne V non utilisé, converti en une station spatiale expérimentale, mais un projet bien plus ambitieux est sur la table des négociations avec le Congrès, car plus coûteux, la navette spatiale.
Ce vote de confiance du Congrès envers la NASA et son avenir a de quoi rassurer les astronautes, mais aussi les centaines de milliers de personnes travaillant directement ou indirectement dans le secteur spatial aux États-Unis. Et c'est une excellente nouvelle en particulier pour John Young, mais on y reviendra. Tout se passe à merveille à partir de là. Les astronautes déploient la ribambelle d'expériences désormais habituelles, comme l'ALCEP. Mais il ne faut pas attendre longtemps avant que les astronautes se fassent encore remarquer. John Young se prend les pieds dans le câble servant à l'expérience de mesure des flux de chaleur et la rend inutilisable. Cette expérience, qui avait été un semi-échec à cause de problèmes de foreuse lors d'Apollo 15, la rend totalement HS par un faux pas. Littéralement. Charlie Duke, lui, fait aussi une bourde. Il est censé confectionner une sorte de porte-expérience et l'amener à une centaine de mètres du LEM, puis tout déployer. Il construit son porte-expérience, se met à courir, ou plutôt sautiller sur une vingtaine de mètres, puis s'arrête soudainement. Dans sa course, une des expériences a heurté le sol et pourrait être HS. Un peu éhonté, il ne dit rien à Houston et espère qu'ils n'ont rien vu à la caméra. Mais en se retournant, il voit la caméra pointée droit sur lui. D'abord, il fait comme si de rien n'était, mais il finit tout de même par avouer sa faute et heureusement, l'expérience a survécu au mauvais traitement infligé. La sortie continue. Au-delà des nombreuses blagues et éclats de rire, la poussière lunaire pose un problème puisqu'elle est particulièrement fine et se répand sur toute la zone de travail. Les équipements scientifiques sont sensibles à cette fine poussière et les combinaisons se mettent très vite à noircir. Après avoir terminé l'installation des expériences, il est temps de partir en excursion. Comme Apollo 15, le rover ne fonctionne pas à 100%. Normalement, les 4 roues devraient être motrices et directrices, mais la direction des roues arrière ne fonctionne pas. Ils vont devoir faire avec, ou plutôt sans. Le premier objectif de la mission, c'est le Plum Crater. En se mettant en route, les roues arrière redeviennent directrices. Pourvu que ça dure. Our photographs taken of our landing site from Apollo 14 only had resolution of 15 meters. So objects smaller than 15 meters you couldn't see. So when you started driving along, all these objects began to appear that were not on the photographs. And so it was very exciting. Ils arrivent enfin à ce qu'ils estiment être le cratère Plum et se mettent au travail. Ce cratère fait un diamètre d'environ 40 mètres. Avec la caméra TV, Houston repère une roche intéressante. As you come around there, there's a rock in the near field on this rim that has some white on the top of it. We'd like you to pick it up as a grab sample. This one right here? That's it. This one right here? That's it. You got it right there. Okay, that's a football-sized rock. It's a great Scott size. Sure you want a rock that big, Houston? Yeah, let's go ahead and get it. 20 pounds of rock right there. Yeah. Okay. Il s'agit de la roche la plus grosse qu'ils récolteront durant leur séjour lunaire. Nommée Big Molly, en l'honneur de Bill Mullberger, le chef de l'équipe des géologues, elle sera ramenée sur Terre après avoir passé le reste de cette sortie posée sur le plancher du rover. Ils se rendent ensuite au cratère Buster, un cratère beaucoup plus gros que Plum, mais la sortie est écourtée. Les réserves d'eau de Charlie Duke sont basses. Il est temps de rentrer au LEM. Avant de rentrer dans le module lunaire, un dernier objectif pour Charlie Duke, filmer John Young tandis qu'il conduit le rover. Lors d'Apollo 15, cet objectif avait échoué à cause d'un problème sur la caméra. Pour Apollo 16, on retente l'expérience et cette séquence sera nommée le Grand Prix.
Ils retournent à l'intérieur du LEM, retirent les combinaisons et sont exténués. Après à peine 8 minutes de pause, Edgar Mitchell, Capcom à Houston, leur lance Say, Orion, we figure this 8 minutes of refill is enough rest. We'll start EVA2 immediately. Mais les deux astronautes n'en peuvent plus et ne réagissent déjà plus aux blagues. John Young a aussi un problème plus pressant, causé par tout le jus de fruits qu'ils ont dû boire. I got the forks again. I've got them again, Charlie. I don't know what the hell gives them to me. Certainly doesn't. I think Sand is smelling. I really do. I haven't eaten this much citrus fruit in 20 years. And I'll tell you one thing. In another 12 fucking days, I ain't never eating any more. And if they offer to sub me potassium with my breakfast, I'm going to throw up. I like an occasional orange, really do. I'm going to be buried in orange. Orion, Houston. Yes, sir. Okay, Tanya, we have a hot mic. You know, how long we had that? Okay, it's been on through the debriefing. Après un échange avec les géologues, John Young tombe de sommeil et Charlie Duke suit peu après. Après 6 heures de sommeil, Young et Duke sont en forme et les revoilà en route pour de nouvelles aventures. L'objectif ? Gravir la montagne Stone et visiter le cratère Syncos. Les géologues pensent que les échantillons seront différents de ceux pris dans la plaine. Ils se dirigent ensuite vers le cratère South Ray, d'un diamètre de 700 mètres et d'une profondeur de 120 mètres. L'équivalent de ceci sur une carte de Lyon. Ils se dirigent ensuite vers le LEM pour à nouveau se reposer. Après une bonne nuit de sommeil mérité, ils s'équipent à nouveau et font leur dernière sortie, direction le North Ray Crater. D'un diamètre de 950 mètres et d'une profondeur de 240 mètres, soit 30 de plus que la tour Montparnasse, c'est le plus large cratère jamais visité de toutes les missions Apollo. Il est le seul et unique objectif de cette dernière sortie. En ouvrant la porte du module, John Young lance à Charlie Duke Il va faire chaud aujourd'hui. Sur la Lune, le Soleil se déplace d'1 degré toutes les 2 heures dans le ciel. Entre l'atterrissage et cette dernière sortie, il a considérablement bougé, de 40 degrés pour être précis. À la surface, la température est passée de 29 à 93 degrés. Heureusement, la combinaison atténue en partie le problème et les deux astronautes se lancent dans cette dernière excursion. Après quelques prises d'échantillons, ils décident de se diriger vers un rocher à pied. Duke est convaincu qu'il est tout près, mais en réalité, ce rocher est non seulement plus gros que prévu, mais aussi plus loin que prévu. C'est une erreur de jugement classique sur la Lune, en l'absence de tout référentiel. Dans la backroom de Houston, les géologues les observent en les encourageant à continuer vers le rocher. L'excitation est au maximum. House Rock porte bien son nom. Cette roche est plus grande qu'une maison. Ils récupèrent des échantillons et repartent vite car il leur reste du travail. De retour au rover, ils se rendent à leur dernière station, qui se trouve dans un champ de rochers entre le cratère North Ray et le LEM. Mais au retour, ils sont en descente, dans une forte pente. John Young met le pied au plancher. He was a good driver. I was the navigator. But it was fun riding a rover. We were strapped in very tightly, and so you just let her go, John. And we came down off of North Ray Crater. This is going to be something going on this hill. Sure come up it, didn't we? Look at that slope. Well, it was that was a venture. That was fun. Yeah, it never felt like it was going to turn over. It bounced a lot, and it was like this, but it never felt like it was going to turn over. And so we were just yahooing it. We were having a great time. Be sure that you got the brakes on. Tony, this is at least a 15-degree slope we're going down. And that rover came right up it, and you never even knew it. Brake that beauty, John. Man, are we accelerating. The speedometer would go to 17 kilometers per hour, and then that was max peg. But we
drive down. It was off scale high, if you will, as we came down. That was bouncing like crazy, but it's a lot of fun. We just set a new world speed record, Houston. 17 kilometers an hour on the moon. Let's not set any more. And with you. We were shoulder to shoulder, or arm to arm. He drove with his right arm. I was in the left side, and I had a camera, and I turned it to take a picture and bump his elbow, and off we'd go and sort of make a S-turn. I guess that'd be a new moon speed record, wouldn't it? Yeah. Son record sera battu sur Apollo 17 quand Gene Cernan atteindra les 18 km/h. Ils se rendent ensuite vers le Shadow Rock. Ce rocher projette une ombre permanente sur une zone du sol lunaire et les astronautes doivent récolter ce sol qui n'est jamais exposé au Soleil. Charlie Duke en viendrait presque à ramper sous le rocher pour saisir un échantillon qui se trouve dans un tout petit trou d'1 mètre. I don't know how long that rock's been there. That dirt's been shotted ever since it's been there. Ils font ensuite route vers le LEM. Alors que Houston ne peut voir la conduite, ou plutôt le pilotage de Young à la surface, ils savent pertinemment qu'il n'y va pas de main morte. Déjà, à l'entraînement, on lui donnait des noms de pilotes de course. Et sans les images, les contrôleurs ne peuvent qu'imaginer la façon de conduire de Young, commentée en direct par Charlie Duke. Earned your driver's license on this thing, John, I'll tell you. Good suspension. Yeah. We almost hit a great big rock, but Percy here avoided it. Yeah, I don't know whether I'm driving or sloshing. Okay, we copy that. De retour au LEM, Charlie Duke décide de déposer, à une dizaine de mètres du module lunaire, une photo de sa famille. Après ce petit moment, Duke et Young se rejoignent pour marquer le coup. Durant Apollo 14, Alan Shepard avait fait du golf. Durant Apollo 15, Dave Scott avait fait l'expérience du marteau et de la plume. Cette fois, Apollo 16 allait inaugurer les premiers Jeux olympiques lunaires et leur première épreuve, la médaille d'or du saut le plus haut. Malheureusement, la maîtrise de leur centre de gravité allait poser quelques problèmes. We were going to do a bunch of exercise that we had made up as the Lunar Olympics. Show you what a guy could do on the moon with a backpack on. But for a 380-pound guy, that's pretty good. They threw that out. Is that big Dewey Rock still out there? Yeah, it jumped last foot straight in the air. I heard him talking about 300, about 4 feet. Okay. Wow! Charlie, that ain't any fun, is it? That ain't very smart. Well, sorry about that. Au-delà du ridicule de sa chute, cet accident aurait pu coûter la vie à Charlie Duke. That was really scary. I was going to fall on my life support system, the backpack we called it. And had it broken, I was dead. And my heart was pounding, but hey, I'm still alive, and things seemed all right. You could hear the pumps running and air still flowing, and I was pressurized. And so John came to help me up, and he was very upset. Mission Control was even more upset, and that stopped the Moon Olympics. So that's the only time during the 11 days that I had a fearful moment. Il accompagne Young pour placer le rover à bonne distance afin que depuis la Terre, on puisse filmer le départ du LEM. Sur la route, Charlie s'arrête pour uriner. Ça devient pressant. John Young, caméra au point, immortalise le moment. I just got a picture of one of the great moments in history, Houston. How's that? Charlie looking down into a crater that's 10 feet. Okay, Mark, done. Fast. It's 25 foot deep.
Alors qu'ils terminent cette sortie et se préparent à redécoller, ils apprennent qu'ils ont passé au total 20 heures, 14 minutes et 55 secondes à l'extérieur du LEM en 3 sorties, un record qui sera battu de 2 heures par Apollo 17 en décembre 1972. Ils repartent avec 96 kilos de roches lunaires. What a ride, what a ride. We felt right at home and pleaded to stay for several more hours. You know, we were having so much fun. You know, Mission Control didn't approve the extension, but and probably rightfully so, but we were disappointed. Ils rejoignent ensuite Ken Mattingly et se remettent en route pour la Terre. Peu de temps avant la poussée d'injection Transterre, et à l'instar d'Apollo 15, un petit satellite est largué depuis le module de service afin qu'il orbite autour de la Lune, récoltant de précieuses informations, notamment sur le champ magnétique environnant ou encore son champ gravitationnel. Les astronautes réalisent ensuite la poussée qui les ramène sur le chemin de la Terre. Comme lors d'Apollo 15, Ken Mattingly effectue une sortie extravéhiculaire pour récupérer des cassettes sur le module de service. Alors que Charlie Duke le filme par la porte ouverte du module de commande, il observe un objet doré qui flotte en dehors de la capsule et se dirige vers l'espace. C'est l'Alliance de Ken Mattingly qu'il avait perdue au voyage aller. Elle était tout simplement restée dans le module de commande tout du long, et la voilà qui s'échappe vers l'espace. Duke n'arrive pas à l'attraper et elle se dirige maintenant vers Mattingly qui a le dos tourné. Elle frappe son casque et fait soudainement demi-tour vers Duke. Il s'en saisit et informe Ken en lui montrant l'Alliance. Mattingly, aux anges, est rassuré. Il la récupère après la sortie. Apollo 16 rentre sur Terre le 27 avril 1972. Vu qu'ils étaient militaires, ils ne pouvaient pas être payés plus que ce que leur grade militaire leur permettait. Ils avaient juste un supplément de 25 $ par jour passé en dehors de Houston. Au retour de la Lune, une fois revenu au Texas, Charlie Duke remplit alors sa déclaration de voyage professionnel. Il y écrit « De Houston au Kennedy Space Center », du Kennedy Space Center à la Lune, de la Lune à l'océan Pacifique, et de l'océan Pacifique à Houston. Pour 11 jours de voyage professionnel, il aurait dû toucher 275 $. Mais vu que les nuits et les repas au Kennedy Space Center en capsule ou dans le LEM étaient techniquement offerts par l'État, ils ont été déduits du supplément. Avec sa solde de militaire, il ne toucha que 13,75 $ pour être allé sur la Lune. Après Apollo 16, Charlie Duke ne retournera jamais dans l'espace. Il continue aujourd'hui à promouvoir le vol spatial et à raconter ses mémoires. Ken Mattingly retournera 2 fois dans l'espace sur les missions navettes STS-4 et STS-51C. Âgé de 86 ans, il travaille toujours dans l'ingénierie. John Young est aujourd'hui considéré comme une légende. Il est le seul astronaute à avoir volé lors du programme Gemini 2 fois, Apollo 2 fois, autour de la Lune 2 fois, lors de missions en navette spatiale 2 fois, et en tant que pilote du tout premier vol d'une navette spatiale, STS-1. Il dirigera ensuite les équipes d'astronautes de la NASA de 74 à 87, succédant au grand Dick Slayton. John Young nous quitte en 2018. I stayed up with his career as a shuttle commander and was very delighted for him to be chosen to pilot the first shuttle. And John, I worked with this guy, and he was the only astronaut to ever fly 3 different spacecraft. Other astronauts have had more flights, but they've all been in a space shuttle. But he was a brilliant engineer and very insightful to problems, to what might potentially be problems. And so operationally, he was a tremendous influence on me and taught me a whole lot
and I just really enjoyed working with him on Apollo. Brilliant commander, and so it was really a nice relationship we had until we were close friends until he died. Il n'y a aucun doute que malgré les péripéties connues par l'équipage d'Apollo 16 et le désintérêt total du public encore aujourd'hui pour cette mission, cela n'en reste pas moins un exploit d'avoir réussi une telle aventure malgré les incroyables imprévus qu'ils ont rencontrés. Apollo 16, c'est un équipage d'astronautes légendaires, de par leur expérience et leur joie de vivre, et il ne fait aucun doute que cette mission n'aurait pas réussi sans eux en particulier. Tandis que le programme Apollo arrivait à sa fin, qui sera conclu par la magnifique mission Apollo 17 et le premier géologue sur la Lune, Apollo 16 a marqué le passage de relais entre le programme Apollo et le futur programme des navettes spatiales, qui allait ouvrir une nouvelle page de l'exploration spatiale habitée américaine. Well, it was an exciting adventure. It wasn't spiritual, it wasn't philosophical, it was a technical adventure. You had a whole procedures to do on the moon. You wanted to do the job, and so you focused on each stop and what you had to do at each place. The rocks you had to collect, the experiments you had to do. So it was more of a thought of technical, but doing that in the background was the wonder of it all. I'm on the moon, and the clarity with no atmosphere, the clarity of your vision all the way out to the horizon, and just rolling mountainous gray of the moon, and you looked up and there was the blackness of space. And now looking back 50 years back, I can vividly remember some of the major events. I don't remember each step, but certainly the major stops and the view from up on Stone Mountain on the second EVA and third EVA up next to North Ray Crater, which was 500 meters diameter, very spectacular spot. And I never got over that. For 3 days, it was just awe and wonder, excitement, adventure, you know. What's around the next bend? What's over there behind that rock? And let's go over there, John. And, you know, all of these things that excitement. You get caught up in the experiment, the exploration, you know. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air et pour les plus généreux d'entre vous, me faire un don sur ma petite page Utip en description. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour rappel, NordVPN vous permet de protéger votre navigation en vous connectant à un réseau sécurisé.
En vous délocalisant vers un autre pays, il vous permet également de profiter de catalogues de VOD plus larges ou de payer des services moins chers comme YouTube Premium. Vous pouvez également regarder la F1 gratuitement avec NordVPN en vous localisant en Belgique et profiter des commentaires de ce très cher Gaëtan Vigneron. Et voilà, grosse sortie de Lando Norris. Aïe, oui. Surtout, c'est grosse, aïe. Très grosse sortie de Max Verstappen, aïe. C'est Verstappen, aïe. Oh, gros crash. Oh là, regardez-moi ça, quel carnage. Aïe, Leclerc qui part à la faute. Mais surtout, la nouvelle fonctionnalité protection des menaces vous permet de rajouter encore plus de sécurité à votre navigation, en particulier contre les sites et fichiers malveillants. Et cette fonctionnalité peut être activée y compris quand vous n'êtes pas connecté à un serveur VPN. Obtenez NordVPN pour 2,77€ par mois seulement, tout en soutenant la chaîne Stardust, en souscrivant à un abonnement de 2 ans sur nordvpn.com/stardust. Vous bénéficierez de 30 jours satisfaits ou remboursés et d'1 mois offert. Donc sautez sur l'occasion. Bref, en ce qui nous concerne, moi je vous dis à dans 2 semaines pour une vidéo axée aviation en direct d'un A380. Ciao!